Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bienvenue au Blaugrana Podcast. Le podcast 100% Barça en français. Suivez-nous sur la chaîne SoundCloud du Cannes Football Club, sur le groupe Facebook Daily Barça et sur Twitter dans le compte @Blaugrana Pod. Sans plus tarder, vos animateurs Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue à cet épisode du Blaugrana Podcast. Donc ici avec vous Michael, avec mon collègue, mon confrère de toujours, Alec. Bonjour Alec. Salut Michael, comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, en pleine forme. Avant de commencer, je voudrais passer le bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, au Maroc, également au Mali, en Côte d'Ivoire. Il y a également nos amis en France, en Belgique, en Espagne, en Suisse et même en Russie et au Vietnam, figure-toi, Alec. Tu m'as raconté une anecdote sur la Russie, je crois. Je pense que les auditeurs aimeraient bien entendre. Ouais, il y a des gens en Russie qui prennent des cours de français à l'université et qui écoutent notre podcast pour les aider à étudier pour leur cours de français, à pratiquer leur compréhension orale du français. Avec l'accent québécois et tout. C'est un peu difficile, mais bon, on n'est pas si mal quand même. Donc aujourd'hui, on a un invité très spécial. Il nous vient de La Rochelle en France. C'est un de mes collègues sur Daily Barça. Il agit à titre de modérateur sur Daily Barça. Et c'est une personne qui est très chevronnée et un observateur très assidu du Barça B. Donc j'ai nommé Rally El Ouaradi. Bonjour Rally. Bonjour Mike, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, bonjour Alec. Salut Ali, un gros plaisir de t'avoir, un gros merci. Le plaisir est à moi. Donc Rally, on va aller directement dans le sujet. Au début de la saison, on avait un Barça B qui nous venait de la Segunda B, qui était nouvellement promu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont cette équipe a amorcé la saison? Disons, je pense aux nouveaux joueurs ainsi que ceux qui étaient de retour de l'édition dernière du Barça B. Personnellement, j'ai commencé à regarder le Barça B que cette saison. Mais effectivement, j'ai regardé la Segunda B. Mais le problème que j'ai remarqué dès le début de la saison, c'était qu'on n'a pas donné beaucoup de chance aux jeunes de la Masia. On a plutôt préféré d'acheter et faire des prêts pour recruter de nouveau du Brésil, de l'Espagne, comme aussi de la Tercera. Et c'était ça surtout le problème pour moi. Donc j'ai su qu'il y aurait un problème. Mais bon, ça serait... C'était pas aussi bien comme on savait le Barça de Guardiola et tout. Donc... Et là, justement, le Barça B finit 20e, donc est relégué. Là, on parle de Segunda B. C'est quoi exactement? Pour beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, peut-être en Espagne, c'est pas division 1, 2, 3. Il y a beaucoup de termes. Est-ce que tu pourrais peut-être clarifier? Est-ce que le Barça il tombe en division 3 exactement? Ou c'est une autre deuxième division? C'est un petit peu... est-ce que tu peux peut-être clarifier comment ça fonctionne en fait les divisions en Espagne? Oui, bien sûr. Il y a la Primera, c'est la Liga où joue le Barcelone, l'Atlético, Valence et les autres. Il y a la Segunda A, c'est la deuxième division où jouait le Barça B cette année. Et puis il y a la Segunda B, qui est la troisième division. Il y a la Tercera, et la Tercera a aussi le Tercera A, Tercera B, et ainsi de suite. Ok. Parfait. Et si je ne me trompe pas, Guardiola, quand il gagne le titre, il était en Segunda B, donc en troisième. Exactement. Si je ne me trompe pas. Donc que le Barça B tombe, est-ce que c'est une si grande catastrophe que ça? Ouais. Ouais? Okay. Enfin, ouais. C'est vraiment une catastrophe parce que beaucoup de jeunes vont rater la chance de jouer encore
en Segunda A, parce que le niveau de la Segunda A, le niveau de Segunda B, c'est vraiment un très grand écart, parce que il y a des joueurs qui sont jeunes, qui ont vraiment besoin de cette agressivité de Segunda A. Parfait. Moi, si je peux te demander maintenant plus précisément dans cet effectif du Barça B qui a amorcé la saison, je crois comprendre qu'il y avait beaucoup de joueurs dans cet effectif qui étaient présents avec les juvéniles l'année passée, c'est-à-dire la catégorie U19 pour des termes qui sont plus connus de nos auditeurs. Moi, j'en connaissais déjà quelques-uns, comme par exemple Abel Ruiz, Carles Pérez, Oriol Busquets. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces joueurs? Alors, les joueurs qui ont été promus du Juvenil A au Barça B, il y avait Abel Ruiz, effectivement, Cucurella, Pérez, Oriol Busquets, et ils étaient vraiment très performants. Abel Ruiz était vraiment un projet de prochain neuf du Barça titulaire, genre de l'équipe senior. Il y a Cucurella qui était moins promoteur, Pérez qui est très bon, Oriol Busquets, il occupe le même poste que Sergio Busquets et il est presque au même niveau que Sergio quand il était avec Guardiola, quand il était promu à l'équipe A. Quand même, c'est intéressant. Sinon, tu parlais des joueurs que le Barça B a énormément recrutés. Il y en a un, moi, qui attire mon attention, que j'ai vu jouer ici à Montréal, en fait, qui était formé, qui est montréalais, que je l'ai vu jouer, en fait, dès au FC Montréal, ensuite à l'Impact de Montréal, Balou. Ici, on n'a pas trop pu voir ses matchs, on voyait certains commentaires. Bon, premièrement, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que c'était vraiment un coup plus marketing qu'autre chose en Barcelone, ou selon toi, c'est quoi les perceptions qu'on a là-bas? Alors, Balou Tabla, il a vraiment du talent. J'ai pas pu le voir avec le Barça B vraiment, parce qu'il a joué. Il a pas vraiment beaucoup joué, mais quand il a joué, il a joué contre Luego, il a joué aussi contre Lorca. Il a vraiment des caractéristiques de joueur du Barça. Il a vraiment la rapidité, il a la technique, il a ce qu'il faut. Il faut juste lui donner du temps de jeu, qui est malheureusement avec Gérard Lopez, c'était pas vraiment le cas. Et puis c'était plus avec Pimienta, l'actuel entraîneur du Barça B, qui l'a convoqué contre le Paris Saint-Germain avec les U29, les U19 en Youth League, et il a vraiment joué un très bon match. Maintenant, on va y revenir un peu plus tard, là, mais maintenant que le Barça B a été relégué, est-ce que tu crois que ça va faire en sorte que Balou va avoir plus de temps de jeu, étant donné que, bon, on descend dans une division qui va être un peu moins compétitive, il va avoir, j'imagine, beaucoup de départs, donc est-ce que tu penses que ça va permettre à Balou de s'imposer dans cet effectif et vraiment peut-être même gagner une place de titulaire éventuellement en Segunda B la saison prochaine? J'aimerais bien que ça soit le cas, parce que il y aura beaucoup de départs. Il y a Nahuel qui est en prêt et qui va revenir à Villarreal. Il y a aussi Arnaez qui va être promu, donc je ne vois pas pourquoi Balou n'aura pas le temps de jeu, surtout qu'il joue à gauche comme à droite. Et il a vraiment montré ça avec le Barça B cette année. Parfait. Tu as parlé d'Arnaïs. Arnaïs, c'est un des joueurs qu'on a vu jouer cette saison avec les A. Il y a eu, je pense, 5 sélections au total avec les A en Copa et en Liga. Il y avait aussi Carles Alenia et Oriol Busquets qu'on a vu un peu. Bon, tu nous as déjà un peu parlé d'Oriol Busquets. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus sur José Arnaïs et sur Carles Alenia qu'on n'a pas pu nécessairement voir lors de leur sélection avec les A? Alenia sera à 100% un joueur du Barcelone A, parce que il a vraiment le talent, il a la vision. C'est comme Coutinho, mais avec beaucoup moins d'expérience.
il pourra vraiment donner la touche de plus. Il sera vraiment le joker. Par exemple, quand on n'aura pas vraiment besoin de faire jouer Coutinho, Dembélé, Rakitic, on pourra vraiment mettre Alenia et ça sera vraiment parfait. Pour Arnaez, on a vraiment remarqué qu'il jouait très bien, surtout en Copa. Il a eu du temps de jeu, il a triomphé, il a marqué. Le problème avec Arnaez, c'est juste la blessure. Et la blessure, on ne sait pas si vraiment il va se remettre ou pas. Il y a un joueur que je surveillais au début de la saison. J'avais eu le temps de voir un petit peu plus de matchs, disons, du Barça B en début de saison. Et il y avait un joueur qui était, à mon avis, tout aussi décisif que José Arnaez. Là, je vous parle de l'international du Honduras, Choco Lozano. Est-ce que tu crois, dans un premier temps, que le départ en janvier de Choco Lozano était pour faire de la place à José Arnaez? Est-ce que tu crois aussi, dans un deuxième temps, que son départ a eu pour conséquence cette série de méformes du Barça B? En fait, oui et non. Arnaez a vraiment eu le temps de jeu après le départ de Lozano. Mais Choco Lozano, il avait 25 ans. Il est parti en première division. Donc il n'a pas fait un pas vers l'arrière. Il était vraiment décisif avec nous. Il a marqué. Il a eu beaucoup de temps de jeu. Il a marqué 4 buts, mis 4 assists. Il était très bon. Mais malheureusement, la Directiva a décidé de ne pas le garder. C'était une des raisons de la relégation du Barça B. Parce que Lozano était blessé, est parti, et Arnaez était blessé. Donc on avait personne pour marquer. Mais sinon, on parle de la saison du Barça B, ils ont fini 20e, bon c'est quand même pour une raison. Moi je vois que le meilleur buteur par exemple c'est Alenia à 11 buts, et après c'est assez faible. Est-ce que le manque d'un 9 buteur était peut-être une des raisons principales de cette très mauvaise saison? Exactement. Arnaez et puis Lozano étaient les buteurs du Barça B. Après, ils étaient vraiment lancés dans un bon niveau. Blessure d'Arnaez, départ de Lozano, c'était la catastrophe. Abel Ruiz à 18 ans, il jouait déjà avec Juvenil, il jouait à l'UEFA Youth League. Donc à 18 ans, je pense pas qu'il aurait pu gérer mieux une titularisation avec les Under 19 et puis avec le Barça B. C'était difficile pour lui. Sinon, en regardant, on parlait beaucoup de joueurs. Est-ce qu'à part peut-être Alenia qui semble peut-être le choix évident, là, est-ce qu'il y a un ou deux joueurs que toi qui t'ont vraiment un de tes coups de cœur? Là? Peut-être pas des futurs joueurs du Barça dès l'année prochaine, mais des joueurs que tu vois jouer et tu te dis, eux, il y a moyen qu'ils deviennent des très bons joueurs. Là. Cuenca, c'est le défenseur numéro 1, je pense, au Barça même. Il va dépasser Umtiti, il va dépasser Piqué. Maintenant, Piqué n'a pas vraiment le niveau maintenant, mais Cuenca, ça va être le défenseur numéro 1 au Barça pour futur. C'est un projet de combien d'années selon toi, Jorge Cuenca? Jorge Cuenca, il a déjà maintenant 18 ans. Il pourra avoir 21 ans pour son premier match officiel avec le Barça. Il va y avoir des convocations comme on a fait avec Alenia, comme on a fait avec Arnaez, mais première titularisation avec l'équipe A, avec Umtiti, j'espère, ça va être dans 3 ans, 2 ans et demi. Ok, donc on laisse encore dans la Segunda B l'année prochaine la question qui joue tous les matchs, qui joue des 90 minutes et tout. Ou est-ce que tu penses que si on le monte comme 4e défenseur, ça serait déjà faisable ou c'est trop tôt ou... J'espère qu'on va le prêter. Oh, okay. J'espère qu'on va le prêter en Allemagne ou en Italie. On a des exemples réussis de ça dans d'autres équipes qui ont été prêtées en Allemagne, en Italie.
Il a surtout besoin de combativité, d'agressivité. Il est très bon techniquement. Il remporte tous les duels. On l'a pu le voir en Copa Catalunya, Super Copa Catalunya. Il a fait un très bon match. Et je pense que s'il reste avec le Barça en Segunda B, ça va pas être un très bon choix parce que Segunda B, c'est pas vraiment les attaquants n'ont pas vraiment le niveau pour challenger Cuenca. Intéressant. Et sinon, est-ce que tu penses qu'un futur neuf pourrait arriver dans ce Barça B? Est-ce qu'on va encore devoir aller vers l'extérieur ou il y a quelqu'un dans la Masia qui fait un petit peu de bruit là? Abel Ruiz, ça va être un futur numéro 9 pour le Barça, pour les seniors. Il a juste besoin de temps aussi. Il a 18 ans. Il a fait une très bonne saison avec les Under 19 en Youth League. Il était buteur de 4 buts avec les Youth League, avec le Barça Under 19. Il a besoin de temps. Il a Pimienta maintenant. Pimienta va vraiment marquer cette génération du Barça. Ça va être lui la clé. Moi, je voudrais savoir, Ali, qu'est-ce qui s'est passé, disons, dans les derniers matchs sous l'ère de Gérard Lopez. On parle ici d'une série de 10 matchs qui étaient complètement catastrophiques, mais je voudrais que tu expliques à nos auditeurs exactement qu'est-ce qui s'est produit pendant cette série. C'était vraiment la catastrophe. Tu l'as dit, Michael. Blessure de Oriol Busquets. Donc, il y avait Di Galarreta pour le remplacer. Après deux semaines, blessure de Di Galarreta. On a appelé le troisième milieu défensif. C'était Rivera. On encaisse plus de buts. En plus, Gérard Lopez n'est pas vraiment un tacticien. Il faisait jouer Abel Ruiz alors que Abel Ruiz avait un match mercredi en Youth League. Il a mal géré l'attaque. On avait une des pires attaques en Segunda A, alors qu'on avait Abel Ruiz, on avait Aleñá, on avait Carlos Pérez, on avait Cardona. On avait des joueurs très bons. On avait Vitinho aussi. On avait Lozano. Lozano est parti et il n'y a personne pour le remplacer. Okay. Et c'était de la faute de Gérard Lopez. On a beaucoup entendu parler de Vitinho pendant le mercato d'été l'année dernière. C'est un joueur qui a été beaucoup médiatisé, mais personnellement, j'ai pas entendu énormément à son sujet durant la saison. Qu'est-ce que tu as remarqué à propos de Vitinho, si tu peux nous parler, disons, de son profil et de ses réalisations au Barça B? Vitinho, il a eu beaucoup de temps de jeu. Pour être sincère, on n'a pas eu le Vitinho qu'on a entendu dans la presse. Pour 24 matchs, un Brésilien, avec toute cette force médiatique, tout ce débat, est-ce que Vitinho va être le prochain Neymar? Est-ce que Vitinho va être le Vinicius du Barça? Il a eu un but, il a marqué un but, un assist, 24 matchs, c'est très médiocre. Et est-ce que c'est une question d'adaptation? On sait que beaucoup que s'adapter au Barça, c'est difficile. S'adapter au Barça B dans une ligue très compétitive où tu joues pas avec des Iniesta, Messi, Suarez, est-ce que c'est peut-être une question d'adaptation? Ou toi, tu le vois et tu te dis, bon, ce gars-là, il a pas le talent? Il a eu une blessure. Il a eu une blessure de 4 semaines. Il n'a pas joué tout le mois février. En plus, je vous dis que Gérard Lopez a eu vraiment un impact sur le Barça B. Vitinho était venu pour jouer comme ailier droit. Il a joué ailier droit, ailier gauche. Et en fin de saison, pendant plus de 15 matchs, il a joué milieu offensif. Milieu offensif, on n'a pas vraiment le profil de milieu offensif quand on joue ailier. Ouais. Alors que surtout qu'on n'a pas d'attaquant pour faire les passes décisives et tout. D'accord. Maintenant, si
si on se transporte maintenant sur l'après Gérard Lopez, maintenant il y a un nouvel entraîneur au Barça B du nom de Xavi Garcia Pimenta. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ses réalisations avant d'arriver au Barça B? D'accord, parlons de Pimienta. Pimienta, c'était le profil de Guardiola. Il a joué pour le Barcelone C dans les années 90. Il a joué pour le Barça B. Il a joué un match pour l'équipe première, en Barça A. Il s'est blessé malheureusement. Il est parti en prêt. Après, il est revenu comme entraîneur pour le Barça. Masia, Youth League. C'était la Youth League le déclic de sa carrière parce qu'il a déjà eu les juvéniles A en 2003, de 2003 à 2007. Il a pas vraiment fait beaucoup de choses. Il était promu comme assistant de l'entraîneur du Barça B. Il est revenu en juvénile et c'était là où il a triomphé. Il a eu 7 Ligas de suite avec les juvéniles A. Il a eu la Youth League. Et la Youth League, c'est pas que la Youth League. C'est vraiment le formateur. Pimienta, le formateur. Parce qu'il y a Bartra, il y a Aleña, il y a Abel Ruiz, il y a pas Jorge Cuenca, il y a Isaac Cuenca, il y a Théo. Ils ont tous passé par Pimienta. Donc c'est vraiment Pimienta le formateur et Pimienta le tacticien qu'on cherche. Ouais, je vois qu'ils viennent remporter cette année, si je me trompe pas, la Youth League, comme tu dis, avec les U19. Pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu pourrais peut-être dire c'est quoi exactement cette compétition? La Youth League, c'est la Mini Champions League. C'est la Champions League pour les moins de 19 ans. On l'a déjà remporté en 2015 avec Mounir Haddadi, avec Aleña. Et c'est la deuxième fois qu'on la remporte. Je pense personnellement que c'est une très bonne compétition parce que de une, t'as la combativité avec les autres équipes européennes, et puis de deux, t'as beaucoup de temps de jeu pour les moins de 19 ans. T'as Abel Ruiz, t'as Miranda qui ont vraiment développé le sens de combativité. Surtout que tu joues contre le PSG, le Chelsea, Man City, t'es obligé de donner plus. Oui, absolument, c'est très intéressant comme compétition. Et de ce que tu me dis, moi, ça me rassure. J'ai l'impression que tu me dis que Pimienta va utiliser beaucoup plus les joueurs formés à la Masia, si je me trompe pas. Là. Exactement. Il y aura beaucoup de départs surtout. Oh. Il y aura beaucoup de départs. Il y aura vraiment des joueurs qu'on n'a pas besoin. Il y a des joueurs qui ont été très médiocres. Il y a Nawel qui vient de faire trois bons matchs sur la fin de saison. Il y a Costas qui est nul, qui va partir. Il y a Aurelio qu'on ne le connaît même pas. Imaginez un joueur qui vient au Barça, qui est recruté et qui joue aucun match qu'on ne le connaît pas. C'est quand même la faute de Gérard Lopez et la faute de la directiva. Absolument, la direction, c'est vrai qu'il a acheté beaucoup. Est-ce que c'est peut-être un mal pour un bien cette saison-là finalement? Oui et non. Oui et non parce qu'on pouvait le nom de Pimienta circulait déjà l'année dernière. Okay. La promotion, on disait que Pimienta va prendre l'équipe B. Il va former, il va faire jouer Muncho, il va faire jouer Oriol Busquets, il va faire jouer la juvénile A. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Donc oui, c'est un gain parce qu'on a eu Pimienta, mais c'était déjà programmé qu'on aura Pimienta. Et maintenant, on a perdu une division. On est en Segunda B, c'est inacceptable. Rally, maintenant, si on peut revenir au Barça B, maintenant que Pimienta a pris les rênes, ça a été quoi l'impact immédiat, pas seulement par rapport aux résultats de l'équipe, mais aussi par rapport aux joueurs qui ont, disons, gagné plus de temps de jeu sous son régime à lui? C'est très bien que tu dises ça, Michael, parce que Carles
Carles Pérez était vraiment négligé par Gérard Lopez. Il jouait pas, il est très bon, il jouait pas. Il a joué maintenant 3 matchs consécutifs. Il a fait un très bon dernier match, malgré la défaite. Il a joué contre Cadiz. Il a mis un assist. Il y a beaucoup de joueurs qui auront vraiment une chance de jouer sous les ordres de Pimienta. Abel Ruiz, Pérez, Oriol Busquets aurait déjà joué l'année dernière. Il aurait déjà joué avec les juvéniles A. C'est pas grave, mais les autres, ça va être très bon pour eux, surtout pour Balou. N'oublions pas Balou qui aura beaucoup de temps de jeu et il aura de l'expérience, il aura des instructions plus développées que quand il jouait sous les ordres de Gérard Lopez. Et si je ne m'abuse, Balou, il a quand même déjà beaucoup joué sous Pimienta dans la Youth League, justement. N'est-ce pas? Exactement, il a joué contre le PSG, il a fait un très bon match contre le PSG. C'était un des joueurs effectifs, pas qu'avec l'Under 19. Il a aussi joué avec l'AB. C'est vrai qu'il a eu beaucoup moins de temps de jeu, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait une très bonne saison pour un monsieur qui vient en janvier. Il y avait de la pression sur Gérard Lopez, il y avait des problèmes de Barça B, il y avait des problèmes avec la Directiva. Il a su s'installer et on pourrait espérer que le bien pour Balou. Bon, moi, j'ai une dernière question à te poser sur le Barça B, Rally. Et comme l'indique le titre de notre épisode, c'est quoi la mission du Barça B? La mission du Barça B. La mission du Barça B, c'est une étape. C'est une étape et c'est pour ça que je suis totalement contre le recrutement. J'étais contre le recrutement de Vitinho, de Lozano, même Lozano j'étais contre, de Maguin, de Costas. Barça B, c'est pour former. C'est pour former des joueurs qui viennent du juvénile A, mais aussi des joueurs qui ont du potentiel, mais qui ont des 19 ans, 20 ans. On ne ramène pas des joueurs qui ont 23 ans, 24 ans au Barça B. Surtout que le Barça B, c'est juste une continuité. Juvénile B, juvénile A, le passage entre le juvénile A et l'équipe première, c'est le Barça B. Et c'est une étape indispensable, je crois, qu'on ne peut pas fuir à cette étape. Surtout que tu peux jouer en Segunda B d'abord, en Segunda A, et puis avec Juvénile A, tu peux jouer en Youth League. Youth League, c'est un autre niveau. Mais Barça B, c'est une opportunité de jouer sous les ordres d'un entraîneur professionnel dans une ligue professionnelle, dans la Liga B, dans la Liga 1, 2, 3. C'est pas comme si tu jouais en division Under 19. Et c'est ça. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. J'adore ta réponse. Et c'est quand même la philosophie du club en entier, tu sais, de former des joueurs locaux et de les tester justement avec le Barça B pour un jour pouvoir évoluer au Barça ou les vendre à l'étranger, là, ou même en Liga. Et je pense qu'on s'est un petit peu éloigné de cet objectif-là cette année. Et les résultats, malheureusement, ont suivi ce changement de cap. Sinon, l'année prochaine, évidemment, l'objectif, c'est de remonter en Segunda A. Si Aleñá monte au Barça, si Armaiz monte au Barça, si Oriol Busquets monte au Barça, est-ce que c'est quand même faisable? C'est quand même trois gros joueurs, là. Oui, j'aimerais bien que Oriol, surtout Oriol et Armaiz. Parce que Aleñá, c'est presque garanti. Okay. Oriol et Armaiz. Armaiz aura pas vraiment de temps de jeu à cause du recrutement de Coutinho et de Dembélé.
mais il gagnera beaucoup d'expérience, il gagnera beaucoup de confiance en soi. Oriol Busquets, c'est le joueur à ne pas rater. Ok. Et je vous rappelle le cas Sergi Sampar. On a fait du n'importe quoi avec Sergi Sampar. On l'a prêté à Granada, on l'a prêté à Las Palmas. C'était du n'importe quoi. J'aimerais que ça soit pas le cas avec Oriol Busquets parce que ça serait très triste. Ouais, est-ce que justement le fait que Sergio Busquets commence à vieillir, est-ce que ça pourrait être un bon côté pour lui dans le fond? Parce que oui, Samper on le prête, mais en même temps, Busquets était tellement fort qu'on s'imaginait pas un autre joueur à sa position. Là. Exactement. Surtout qu'on n'a pas de remplaçant pour Sergio Busquets. Il y a Rakitic qui fait parfois un double effort pour remplacer Sergio Busquets. Il y a André Gomes qui a pas vraiment le niveau pour remplacer Sergio Busquets. Oriol Busquets aura la chance d'être le remplaçant, le numéro 2, le Busquets numéro 2, et il gagnera beaucoup de temps de jeu, de confiance, surtout qu'il apprendra des meilleurs. Il apprendra du meilleur milieu défensif au monde. Pas en Liga, au monde. Parce que Sergio Busquets, c'est Je suis d'accord. c'est le parcours d'Oriol. Rally, je vais maintenant te nommer des noms de très 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 jeunes joueurs. Puis si tu peux résumer à nos auditeurs, disons, le profil du joueur et les attentes qu'on peut avoir par rapport à eux dans un futur plus éloigné. Oui, bien sûr. Parfait. Riqui Puig. Prochain Iniesta. Carrément. Wow. Prochain Iniesta. Je l'ai vu jouer avec les Juvenil B. Quand il était en Juvenil B, je l'ai vu jouer en Juvenil A. Je l'ai vu jouer avec les Under 19 en Youth League. Le mec, c'est quelque chose de spécial. Peut-être que ça va être le challenge pour la Directiva. S'il ne réussit pas, il a tout le talent qu'il le faut. S'il ne réussit pas, c'est à cause de l'entraîneur ou de la directive. Et ça va être un challenge. S'il finit vraiment comme Iniesta, Ali il finit à l'after. Hein. Avec Daniel Riolo et tout, nous, ça va être terminé. Ça va prendre le job de Fred Hermel, même. S'il te plaît. Miranda. Miranda, un très bon joueur, encore jeune. Il doit prendre les conseils de Sergio Roberto quand il a dit qu'il faut avoir de la patience et de rester au club parce que c'est le meilleur club du monde. Il a eu beaucoup d'offres cette année. Il a eu Juventus, il y a eu Manchester United, il a eu Paris Saint-Germain. J'espère qu'il va rester avec le Barça. Il va être promu, j'espère, en Barça B. Et après, il va remplacer Alba. D'accord. Monchu, j'ai pas vu beaucoup de matchs où Monchu a joué. J'ai vu 2-3 matchs avec le Barça B. Il était spécial. Il a le pouvoir de jouer milieu défensif comme milieu central. Il a beaucoup de qualité, de jeu spécial. J'espère qu'il continuera comme ça. Et c'est bien qu'il a rejeté l'offre de Bournemouth et il a gardé son sang-froid. Il a dit que bon, mon futur c'est avec le Barça. Je vais rester avec le Barça et je vais faire comme a fait Sergio Roberto. Maintenant, j'en ai 2 petits derniers, mais on va se projeter encore plus loin dans le futur, Ali, si tu permets. Ah ouais. Xavi Simons. Oh, Xavi Simons. Futur Ballon d'Or. À ce point-là? Futur Ballon d'Or, parce que déjà, Xavi Simons, il jouait à 12 ans, 13 ans, et il faisait des miracles. Peut-être que Ballon d'Or, pour vous expliquer un truc, Ballon d'Or, c'est pas le niveau de Messi. Parce que quand Messi va prendre sa retraite, j'espère que ça va être moins dans le futur,
Xavi Simons, ça va être le niveau de Neymar maintenant, mais il n'y aura pas de joueur tel un Neymar ou un Xavi Simons. Xavi Simons, c'est le futur du Barça. Et il y a le nom en plus. Hein. Il y en a- Exactement. Et les En fait, Néerlandais. il y en a 3 Xavi maintenant. Il y a Xavi Hernandez, Xavi Pimenta et Xavi Simons. J'espère qu'il aura le même parcours que Xavi. Ça serait fou que ça soit Xavi Hernandez, entraîneur, qui lance Xavi Simons. Ce serait une belle image quand même. Oui, j'espère. J'ai un petit dernier maintenant, un autre qui suit la tradition du Barça, mais pas par son prénom, mais par son nom de famille. Shane Kluivert. Sean Kluivert, il a beaucoup de qualités. Il est très bon. J'ai pu voir 2-3 matchs. Le problème, c'est qu'il a beaucoup de pression. Kluivert, quand tu entends Kluivert, tu dis Kluivert, Pat Kluivert, c'est le numéro 9 mythique du Barça. Mais tu vois aussi son frère. Justin, il fait des miracles avec l'Ajax maintenant. Donc il a beaucoup de pression, Shane. Le petit Shane doit vraiment avoir une carrière. J'espère qu'il aura une carrière beaucoup plus meilleure que celle de son père. J'espère. Et Shane, il joue en 9 aussi, comme son père? Non, il joue comme 11, comme son frère. Ah, ok. Parfait. Il joue comme Neymar, comme Carles Perez. Parfait, Rally. Donc, J'espère juste qu'il aura le même parcours que Neymar. Ça serait bien quand même. Quand on a Neymar, ça serait bien. donc avant de passer aux questions, j'aimerais juste faire un petit retour vers nos ex-légendes. Donc, des petites nouvelles de Xavi. On a appris récemment que Xavi avait prolongé pour 2 ans avec Al Sadd, son club au Qatar. Donc, il va continuer à jouer au foot pendant les 2 prochaines saisons. Mais pas plus tard qu'hier, on a eu d'autres nouvelles de Xavi, ainsi que Victor Valdés. Donc, nos 2 ex-légendes du Barça qui ont obtenu leur licence A d'entraîneur de l'UEFA. Donc, quelques mots là-dessus, Alec? Bon, en fait, c'est des nouvelles qui font rêver un peu. Hein. Moi, comme j'ai dit tantôt, Xavi entraîneur, ça serait un rêve. Déjà, quand il parle, ses interventions dans les médias, tu sens que le gars, il respire le foot blaugrana. Je le vois pas ailleurs qu'ici, même si on parle qu'il y a un rôle quand même important au Paris Saint-Germain. Ce gars-là ne peut pas ne pas entraîner le Barça, en fait. C'est dans son destin, à l'image de Guardiola, justement. Je pense que c'est l'héritier. Moi, en fait, j'ai l'impression, comme tu as dit, là, tu viens de mentionner le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que Xavi, après sa carrière de joueur, il va prendre un de ces deux mandats, si c'est pas les deux de façon consécutive, l'équipe nationale du Qatar et le Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est seulement après ces expériences qu'il va pouvoir revenir au Barça, mais je pense pas qu'il va passer par le Barça B ou par un poste d'assistant. Je pense qu'il va revenir après une expérience en tant qu'entraîneur en chef ailleurs et qu'il va revenir chez nous en tant qu'entraîneur expérimenté et chevronné. D'accord. Sinon, question des auditeurs, on en a quelques-unes. Il y en a une pour toi, Khali, quand même, de Faisal. Un gros merci d'ailleurs, il nous pose des questions à chaque émission, ils sont très bonnes, à tous les fois. Donc, il commence leur question par dire triste que le miracle n'ait pas eu lieu. Mais dans le fond, il voulait savoir à qui on peut imputer cette relégation. Tu avais un petit peu répondu, Khali, tantôt, mais là, lui demande est-ce que c'est vraiment aux joueurs, à l'entraîneur, à la directiva, aux 3, le recrutement, qui a recruté les joueurs de l'extérieur, justement? Je sais pas si tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus.
J'aime bien la question de Faisal. Je le remercie bien pour cette question pertinente. Le problème, c'était Gérard Lopez et c'était la Directiva. La Directiva pour les recrutements, parce que comme j'ai dit, le Barça B, c'est une passerelle. C'est pas pour des gens comme Costas, c'est pas pour des gens comme des Galarreta qui ont 24 ans, 23 ans. C'est pour des joueurs soit prêts à jouer au Barça, soit pour les joueurs de la juvénile A. Après, il y a Gérard Lopez qui était mauvais tactiquement, qui a fait de mauvais choix, qui a mis Carles Pérez et il a mis beaucoup de joueurs à l'écart, parmi eux Balou malheureusement. C'est pas à cause des joueurs, même si je critique la défense qui était constituée souvent de Martinez et de Costas. C'était ça, c'était surtout ça. Et en plus, ces Costas, on l'a recruté pour ne rien faire. Donc c'est la Directiva. La Directiva est nulle pour le A, pour le B, pour le C, pour tout le monde. 100% d'accord avec toi là-dessus. Une autre question avant qu'on ait des problèmes. Moi, j'aime mieux pas me prononcer. Il y a d'ailleurs, c'est pas une question, mais c'est un commentaire de Nico Fayet, président de la Pénale de Lyon, que je voulais quand même mentionner, qui disait que justement, les joueurs achetés vont repartir un peu comme tu disais, Khalid, tantôt, et c'est les joueurs des Juvenile A qui vont monter avec Pimenta, qui vont jouer. Donc, un peu comme tu disais, c'est juste pour le mentionner. Un petit salut à Nico. Donc, une question de monsieur Foot de Foot aussi. Il dit aussi que c'est quoi le rapport entre les Espagnols, ou plutôt les Catalans et les non-Catalans au Barça, B, à la Masia. Est-ce que il y a vraiment l'identité catalane ou peut-être un petit peu plus élargie maintenant? Tu sais, on regarde des Pedro, Iniesta, Messi, c'est pas des Catalans, mais ils sont tous formés à la Masia. Exactement, on a des exemples de l'ère Guardiola. On a des exemples maintenant. Par exemple, quand je vois des Cuenca qui est né à Madrid, quand même. Oh, quand même, ouais. Il est né à Madrid. Il vient d'Alcarcon. Lui et Arnaez d'ailleurs. Ils viennent tous les deux de Alcarcon. Alcarcon qui est près de Madrid. Mais il y a aucun problème. Je pense pas qu'il y a un problème de catalan ou pas catalan. Okay. C'est surtout pour jouer le foot Barça B. Parfait, super réponse. Sinon, une question de mon ami Nilton, que je salue, qui n'a pas rapport avec le Barça B. Je sais que Michael, tu l'avais aimé cette question-là quand je te l'avais montré. S'il fallait que Neymar se retrouve au Real Madrid, est-ce que c'est un traitement à la Figo qui l'attend ou c'est différent parce qu'il va pas aller directement en fait? Il va passer par le PSG par exemple avant d'aller au Real Madrid. Alors celle-là, je vais la prendre si vous permettez. Moi, Figo, je le place dans une classe spéciale parce que c'est un joueur que j'ai vu durant mon adolescence. C'est un leader au Barça. C'était le meilleur joueur. C'était le capitaine. C'était vraiment l'âme du Barça, plus qu'un Pep Guardiola qui était formé à la Masia et qui avait tant gagné avec le Barça. Je vous parle dans le contexte de l'époque. Neymar, c'est quand même un joueur qui a fait 4 ans chez nous, mais c'est pas un joueur qui a été formé chez nous de 1. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, ça... Comment je pourrais dire? Il avait été révélé avant de venir chez nous. C'était déjà une star avant de venir chez nous. Figo avait un haut niveau avant de venir chez nous, mais il est vraiment devenu une star chez nous, puis il est même devenu un leader chez nous. Neymar, il est jamais vraiment devenu un leader chez nous, malgré le fait que c'était un de nos meilleurs joueurs. Par contre, le fait qu'il passe par le PSG avant d'aller au Real Madrid, ça change rien pour moi. Même s'il va jamais au Real Madrid, la façon qu'il a été au PSG, pour moi, ça a anéanti l'image que j'ai de ce joueur-là. Et le fait qu'il aille au Real Madrid, pour moi, ce sera pas plus qu'une suite logique. À ce point-là? Oui, parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant au PSG? S'il va au Real Madrid, soit cet été, ou même soit l'année prochaine, ou même dans 2 ans, il aura montré à tout le monde qu'il n'a pas été au PSG pour, comme lui il avait dit,
pour sa progression d'un point de vue sportif, pour atteindre un autre niveau, pour devenir le meilleur, mais il aurait simplement été parce que l'offre aurait été alléchante. Et s'il se retrouve au Real Madrid par la suite, selon moi, c'est simplement parce que le Real Madrid lui fera une offre qui sera encore plus alléchante. Je sais pas, Khali, si tu as un avis là-dessus? Si tu me le permets, Michael et Alec, pour moi, Neymar, je l'ai suivi avec Santos, je l'ai aimé avec Santos avant qu'il vienne au Barça. C'était le Figo pour moi. C'était vraiment une déception de le voir. C'était pas le départ, c'était la façon du départ. Et contre qui on a fait la remontada, et c'était lui le leader de la remontada. C'était pas un Messi, c'était pas un Rakitic, c'était Neymar. Et il est parti au PSG. C'était surtout ça qui m'a déçu, avec le background, que je l'aimais à Santos, que j'aimais, je le comparais à Ronaldinho, le numéro 1 chez moi. C'est pas un Messi, c'est pas un Maradona chez moi, c'est Ronaldinho. J'ai osé le comparer à Ronaldinho et il m'a déçu. Donc, qu'il parte à Madrid ou qu'il parte à Chevadrouara au Maroc, je m'en fous. Le mal est déjà fait, quoi. Ah ouais. Ouais, pour moi également. C'est ça, je pense que c'est moins pire justement vu qu'il fait pas le chemin direct et que c'était pas et qu'on avait Messi. Tu sais, par exemple, si on n'a pas Messi n'existe pas et Neymar, meilleur joueur du Barça, part au Real, c'est 1000 fois pire quand même. Là. Comme à l'époque Figo. Comme à l'époque Figo, exactement. Moi, j'ai pas vécu l'époque Figo, c'est pour ça que ton avis, Michael, m'intéressait beaucoup. Ouais. Mais pour moi, Neymar, s'il va au Real, ça serait plus de la peine que de la colère, tu sais. Je serais plus comme c'est dommage de le voir jouer contre nous parce que c'est un très bon joueur et qui aurait pu devenir extraordinaire avec nous. Plus de la haine de dire que, tu sais, c'était notre meilleur joueur et il quitte pour les rivaux. Tu sais, c'est un peu différent, je trouve, parce qu'il passe par le PSG, par une autre équipe et qu'on a Messi. Donc c'est moins pire que le cas Figo, j'ai l'impression. Là. Mais fait intéressant, j'ai l'impression que ses anciens coéquipiers auraient pas trop de problèmes avec ça. Si on écoute ce qui se dit dans les diverses entrevues qu'ils ont accordées dans les mois qui viennent de précéder, ils s'expriment pas avec autant de passion, disons, que les coéquipiers de Figo à l'époque. On voit que, tu sais, même depuis qu'il a quitté pour le PSG, tu vois qu'il est encore très ami, même très proche de ses anciens coéquipiers. Il passe beaucoup de temps à Barcelone, tandis qu'à l'époque, quand Figo est parti, c'était des amitiés brisées à jamais. Moi, j'ai l'impression que c'est une cassure qu'il y a eu de Neymar avec le club et que ses collègues, j'ai envie de dire, ses coéquipiers, ont presque voulu accompagner Neymar dans cette cassure-là, au lieu de dire « Pourquoi tu t'en vas, reste avec nous ». Ils disent exactement comme tu dis, Michael, on est triste qu'il est parti, on aimerait qu'il reste, mais il a l'air heureux. C'est tout ça qui revient souvent, tu sais. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une cassure entre Neymar et quelqu'un au club, qui n'était pas d'autres joueurs, de ce qu'on peut voir, et que les joueurs sont un petit peu derrière Neymar, ils veulent que du bien à ce joueur-là. Je pense que ça montre aussi comment c'était harmonieux entre eux et Neymar, et c'est encore plus dommage, justement, qu'il soit parti. Là. Parfait. Y avait-il d'autres questions? Non, ça faisait pas mal le tour des questions. On a quelques petites infos. Michael, je sais pas si tu voulais en rafale les annoncer. En rafale vite. Donc, premièrement, la rumeur qu'on a appris aujourd'hui, mais sous toute réserve, parce que au moment où on se parle, j'ai pas été capable de la confirmer par une source de choix, disons. Mais paraît-il qu'il y aurait que la Copa del Rey édition 2019-2020 et la Supercopa édition 2019 serait jouée sur un format un seul match à la place du format aller-retour. Donc, une opinion par rapport à ça, Alec? Moi, j'aime bien, honnêtement, des fois, les allers-retours en Copa del Rey. Déjà, les grosses équipes là, comme le Barça, l'Atlético, ils vont faire tourner un match sur deux. Donc, un match sur deux va être plate à regarder. Oui, on voit les jeunes, mais tu sais, je sais pas. J'aime mieux un match plus intéressant. Parce qu'en 90 minutes, tout peut arriver. Si tu joues contre l'Espagnol chez eux, un match en huitième de finale, ça va être chaud. Tandis qu'en huitième de finale, d'habitude, c'est un peu plate. Donc, moi, j'aime ça. Les matchs à élimination directe, déjà, c'est plus intéressant. C'est plus de suspense. Et tu me l'as mentionné en ronde avant l'émission, Michael, c'est un très bon point. Pour la Ligue des Champions, c'est moins de matchs aussi. Pour le Barça, pour l'Atlético. Surtout pour le Barça, évidemment.
Donc ça pourrait être intéressant. Moins besoin de faire jouer des joueurs dans la semaine. Excellent. Sinon, une autre rumeur qu'on a entendue beaucoup cette semaine, mais qui n'a pas été encore confirmée. Le Barça aurait reçu une offre de West Ham United pour le défenseur Marlon de 15 millions d'euros. Donc, Rally, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses de cette rumeur? D'abord, je voudrais parler du aller-retour, du système aller-retour et de l'annulation du match retour. Genre, ça va être sous le format d'un seul match. Parlons du Barça B, puisque c'est vraiment le titre de l'épisode. Parfait. Ça va être malheureux. Parce qu'un certain Arnaez, on a découvert en match retour face à Espanyol, aussi face à Cadix. Donc, ça va être malheureux pour les jeunes. Ça va être du gâchis pour les jeunes. Oui, c'est vrai que des Messi, des Rakitic ne jouent pas ne jouent qu'un match sur deux. Donc, ça va être triste pour eux. Parce que déjà, nous, on a Célicène qui joue les matchs de la Copa. Donc, c'est juste une occasion ratée pour les jeunes. Pour le cas Marlon, c'est... S'il part maintenant, on va faire un bénéfice de 12 millions d'euros quand même. Mais il a du talent pour jouer au Barça aussi. Ça va être le problème chez nous maintenant au Barça. Pourquoi Gérard Piqué, le niveau de Gérard Piqué a baissé? Parce qu'il n'a pas de compétition. Si Cuenca est promu et qu'on a un Samuel Umtiti, un Marlon et espérons le transfert de l'anglais ou de Delirte, ça va créer de la combativité, ça va créer de la concurrence. Et c'est ça qui rend le défenseur plus méfiant. Il ne lâche pas l'affaire, pas comme Gérard Piqué malheureusement. Et j'espère qu'il va rester, Marlon. J'espère qu'il va rester. Moi également, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Puis c'est une grande énigme par rapport à cette saison. C'est pourquoi on a recruté Yerimina quand on aurait tout simplement pu donner plus de minutes à Marlon. Mais bon, si je m'avance dans ce sujet-là, on va jamais en terminer. Donc je vais passer au prochain point. Celle-là est pour toi, Alec. France versus Italie. J'ai pas consulté le score final. La dernière fois qu'on a vérifié le score, c'était 3-1. Donc le match a terminé 3-1. On vient de me souffler à l'oreillette. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Ouais, déjà, deux joueurs du Barça et peut-être futur joueur du Barça ont marqué. Donc, Umtiti, Griezmann et Dembélé. Un magnifique but de Ousmane Dembélé, d'ailleurs. Un enroulé, pied droit, était à la limite de la surface, ou un petit peu à l'extérieur, qui va trouver la lucarne opposée. Très propre. Et une action juste après ou juste avant, je me rappelle plus. Il fait une grosse accélération, fin de tir, une genre de talonnade, il frappe et ça touche la barre de Sirigu. Donc, un Dembélé qui revient de blessure, tout feu, tout flamme, dans ce match amical contre l'Italie, avant une Coupe du Monde où... il pourrait se révéler comme un joueur extraordinaire. Le Dembélé, il a du talent, beaucoup de blessures. S'il fait une grosse Coupe du Monde, son statut change directement. Espérons-le. Moi, j'ai énormément d'attentes. Il faut remarquer qu'il a joué à gauche. C'est vrai. Ah ouais. Ouais. Il a fait une très bonne performance à gauche. Donc, salut Ernesto Valverde. Rally, c'est intéressant que tu emmènes ce point-là. Est-ce que tu crois qui est seulement basé sur la performance aujourd'hui, là, pas sur une base générale, mais est-ce que tu crois que sa performance à gauche aujourd'hui était meilleure que le dernier match où il a joué à droite? Ou les derniers quelques matchs où il a joué à droite? Franchement, avec l'équipe de France, le premier match, il a joué à droite. Ce deuxième match contre l'Italie, il a joué à gauche. En plein de 16 ans, il a joué à droite quand il a pu jouer. Le problème de Ousmane Dembélé, c'est pas où il joue, c'est quand est-ce qu'il joue. Et c'est les choix de l'entraîneur. Et c'est ses blessures. C'est surtout ses blessures. Donc, il a un bon pied gauche. Il a un excellent pied droit.
il peut être le prochain Neymar. Il peut dépasser Neymar. Il peut dépasser toutes les prédictions. Il faut juste qu'il se concentre sur son jeu. Parce qu'on a pu remarquer, comme c'était sur le Daily Barça, c'était un scoop du Daily Barça, qu'il était parti en boîte. Il est parti là, il est parti là. C'est pas ça un joueur du Barça. C'est pas ça un profil du joueur du Barça. Neymar a fallu faire ça, mais quand il s'est maîtrisé, il a donné des saisons très, très bonnes. Donc, jouer à droite, jouer à gauche, il n'a pas de problème. C'est surtout une question de jeunesse et de sagesse. Parfait, excellent rallye. Donc, un mot de la fin, Alec? Ben, un gros merci à Khalim, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas eu la chance de trop suivre le Barça B, donc on a énormément d'informations, surtout sur Balou, que c'est très intéressant. Les auditeurs qui nous écoutent de Montréal aussi, je pense qu'ils vont très très apprécier. Un gros merci de tes informations, Khalim. Merci Rally. Avec grand plaisir. Merci Rally et à une prochaine fois, assurément. Donc, avant de se quitter, on va juste vous rappeler que la semaine prochaine, notre épisode va être un avant-goût de la Coupe du Monde qui va se dérouler cet été en Russie. Mais on va exclusivement parler des joueurs du Barça qui vont représenter leur nation durant cette Coupe du Monde. Donc, merci à Rally encore une fois. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Alec. Merci à toi, Michael. Et à la semaine prochaine. Salut. Le Blaugrana Podcast est écrit par Michael Miller et Alec Avendano, édité par Michael Miller, et la musique est également composée par Michael Miller. La promotion sur les médias sociaux est faite par Michael Miller et Alec Avendano, et les arts visuels sont conçus par Mariana Vasquez. Envoyez-nous vos questions sur notre compte Twitter @BlaugranaPod, BLAUGRANAPOD, et trouvez-nous sur les réseaux sociaux tels Daily Barça et le Cannes Football Club. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine pour un autre épisode du Blaugrana Podcast.